Alors, la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Je vais vous inviter à faire un voyage. C'est un grand voyage puisqu'il y a, vous savez peut-être, au moins 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, et il y a au moins 200 milliards de galaxies comme la Voie lactée. Donc il y a largement de quoi chercher. Le champ de recherche est extrêmement vaste. Alors, cette idée n'est pas nouvelle, hein, puisque déjà, Épicure, les philosophes grecs se demandaient s'il y avait la vie ailleurs, et Épicure écrivait à son copain Hérodote, les mondes sont en nombre infini et il n'y a pas de raison que ces mondes ne soient pas habités. Giordano Bruno, un prêtre défroqué qui a été brûlé sur la place Campo dei Fiori. Alors, si vous allez à Rome avec vos parents, allez voir la place Campo dei Fiori, le champ des fleurs, où vous aurez la statue de Giordano Bruno qui, après 11 ans, de nombreuses années de procès, a toujours affirmé qu'il y avait de la vie extraterrestre. Alors il a été brûlé sur la place en l'an 1600. Et donc aujourd'hui, fort heureusement, on ne brûle plus les gens comme moi qui cherchent la vie extraterrestre, sinon je ne serais pas là pour vous en parler ce matin. Donc, mes petites pensées émues pour Giordano Bruno qui a écrit un livre, Le banquet des cendres, donc lui qui est mort brûlé sur la place, un peu comme Jeanne d'Arc à Rouen. Donc, c'est une histoire, longue histoire. Alors, nous, les scientifiques, nous recherchons une vie extraterrestre à des endroits où il y a à la fois de l'eau et de la chimie du carbone. Alors, vous avez tous fait un peu de chimie, j'espère. La chimie, c'est vraiment grâce à la chimie que nous sommes là. Alors, beaucoup n'aiment pas la chimie. Je suis chimiste de formation, je continue à être chimiste. Donc, être chimiste, ce n'est pas uniquement la chimie des 3 P. Ça pue, ça pète et ça pollue. Non, c'est grâce à la chimie que nous sommes là aujourd'hui. Et vive la chimie. Donc, il y aura un peu de chimie. Alors, faites un effort, aimez la chimie. Et donc, ce couple chimie du carbone et l'eau à l'état liquide a des propriétés. Ce couple a des vertus particulières et c'est grâce à ces vertus que nous sommes là aujourd'hui. Donc que la vie est apparue il y a environ 4 milliards d'années dans l'eau des océans avec des molécules carbonées que nous appelons les molécules organiques. Et donc les qualités physiques de l'eau, alors vous connaissez la masse moléculaire de l'eau, c'est combien? Combien? 18. Le CO2, c'est combien? 44. Alors, le CO2, il est comment à la surface de la Terre? Gazeux. Alors, pourquoi est-ce qu'un corps qui pèse beaucoup plus que l'eau, 18, est gazeux alors que l'eau est à l'état liquide? Parce que entre les molécules d'eau, il y a, entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, des petites liaisons électrostatiques qui donnent un réseau tellement dense que l'eau, qui devrait être normalement un gaz à la surface de la Terre, est un liquide. Donc l'eau a des qualités exceptionnelles qui sont liées au fait qu'il y a une liaison qui s'établit entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Il y avait de l'eau très tôt à la surface de la Terre. Alors je vous apprends que l'univers, notre univers, est vieux de 13 milliards 819 millions. Alors pour ceux qui s'étonneraient de la précision, je pourrais vous l'expliquer dans les questions, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc le système solaire ne s'est formé que beaucoup plus tard dans l'histoire de l'univers. Il s'est formé il y a 4,5 milliards. Et lorsque la Terre avait très jeune, il y a 4 milliards d'années, 4,4 milliards d'années, très tôt dans l'histoire de la Terre, il y avait de l'eau. Alors, ça, on peut le dater parce qu'on a des petits cristaux qui ont été façonnés, modifiés par l'eau et que l'on peut dater. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais faites-moi confiance, il y avait de l'eau disponible il y a plus de 4 milliards d'années. Donc, pas de problème pour l'eau. D'où vient l'eau? Alors, il y avait de l'eau parce que la Terre n'était ni trop grosse. Si la Terre est grosse comme Jupiter et Saturne, pas de possibilité, c'est gazeux, donc pas de possibilité d'avoir des océans à la surface de ces planètes. Donc, trop petite, trop grosse, donc pas bonne, puisque pas de possibilité d'avoir des océans. Si la Terre avait été trop petite, la gravité qui nous maintient au sol, hein. Donc la gravité n'aurait pas été suffisante pour retenir une atmosphère. Si vous n'avez pas d'atmosphère, vous n'avez pas de couvercle. Et si vous n'avez pas de couvercle, l'eau s'évapore.
Donc, grâce à l'atmosphère, on a de l'eau à l'état liquide et l'atmosphère est maintenue par la gravité. Et la gravité est forte sur Terre parce que la Terre est suffisamment grosse. Plus petite que la Terre, comme Mercure par exemple, ou la Lune, la force de gravité n'est pas suffisante pour retenir une atmosphère, donc pas de possibilité d'avoir des océans. D'accord? OK. Donc, et la distance de la Terre au Soleil était également adéquate, comme on dit, puisque si la Terre avait été trop loin, comme c'est le cas de Mars, la température finit par baisser, l'eau finit par geler et passe dans le sol, comme en Sibérie, pour former du permafrost, du pergélisol. Si la Terre avait été trop près du Soleil, comme Mercure, trop chaud, l'eau s'évapore, l'eau est détruite par les rayons du Soleil en hydrogène qui s'évade et en oxygène qui se combine au sol, et l'eau finit par disparaître. Donc, ni trop grosse ni trop petite, ni trop loin ni trop près du Soleil, juste bien. Alors la Terre possède aussi un champ magnétique permanent, ça vous savez, puisque c'est le champ magnétique qui oriente l'aiguille des boussoles. Et donc, grâce à ce champ magnétique, il y a une magnétosphère qui se développe et qui, autour de la Terre, qui renvoie la radioactivité des rayons du Soleil, du rayonnement solaire, du vent solaire au pôle, et qui provoque les fameuses aurores boréales que vous voyez de temps en temps, que vous avez peut-être vues si vous avez été du côté du pôle Nord ou du pôle Sud. Donc, grâce à cette magnétosphère, la Terre, le vent solaire ne balaye pas l'atmosphère, ne balaye pas, permet la présence d'océans à la surface de la Terre. Alors, est-ce que l'eau est d'origine cométaire? Vous savez peut-être, est-ce que l'eau de la Terre vient des comètes? Il faut bien qu'elle vienne de quelque part, cette eau terrestre et des océans. Et donc, il y a deux grands réservoirs de comètes dans le système solaire. C'est un réservoir, le nuage de Oort, qui est très loin, qui est aux confins du système solaire, et la ceinture de Kuiper, qui est relativement proche, qui est plus proche de nous que le nuage de Oort. Donc, deux grands réservoirs avec des milliards de planètes dans ces deux grands réservoirs. Il y a une propriété de l'eau, faites-moi confiance, c'est une propriété de l'eau que l'on mesure. L'eau des océans, elle est sur la partie centrale ici, le grand pic. Et on regarde si l'eau qui provient des comètes, que l'on peut également analyser sur la comète, colle avec l'eau des océans terrestres. Alors on avait 6 comètes qui venaient du nuage de Oort. Et à l'évidence, on est très loin de l'eau des océans terrestres. Donc, la conclusion, c'est que l'eau des océans terrestres ne peut pas provenir de comètes du nuage de Oort. Et on avait 2 comètes qui venaient de la ceinture de Kuiper, et ça colle vachement bien avec l'eau des océans. Donc, la conclusion, c'est que l'eau des océans vient de la ceinture de Kuiper. Bon. Et on a eu Chury. Alors, vous avez entendu parler de Chury, la comète Churyumov-Gerasimenko. On a analysé l'eau de cette comète et ça colle pas du tout, puisque Chury, l'eau de Chury, se trouve ici. Malheureusement, Chury vient de Kuiper. Donc ça veut dire que quand on déclare que l'eau des océans vient de comètes de la ceinture de Kuiper, ça ne colle plus, puisque Chury ne colle pas du tout avec l'eau des océans. Donc ça veut dire que, comme en science, comme souvent, il faut être prudent, pas faire de conclusions trop hâtives. Quand on n'a pas suffisamment d'éléments pour faire des statistiques, on évite de faire des déclarations péremptoires en disant « c'est comme ça », et je vous garantis que c'est comme ça. Donc, il y a probablement de l'eau qui provient. Quand on aura beaucoup plus de comètes, on pourra faire des conclusions sur l'origine de l'eau terrestre. Alors pourquoi le carbone? Le carbone a des vertus particulières. Le carbone est, comme vous savez, un atome qui a 4 valences. Il est tétravalent. Donc c'est comme les pièces de Lego. On peut construire des édifices dans 4 directions et ça permet de faire des molécules de plus en plus compliquées et de faire donc des molécules de plus en plus compliquées capables de démarrer la vie dans les océans terrestres. Alors, d'où viennent ces molécules carbonées? Alors, il y a 3 sources possibles. La première source, c'est des gaz de l'atmosphère de la Terre primitive. La deuxième source, c'est les fumeurs noirs, les geysers sous-marins au fond des océans. La troisième source, c'est
des molécules carbonées qui seraient faites dans l'espace et qui seraient apportées par les météorites. Donc, on voit rapidement. Donc, l'atmosphère, un jeune chimiste américain s'est dit, les molécules carbonées proviennent du méthane qui se trouvait dans l'atmosphère de la Terre primitive. Donc, il a pris un ballon, il a rempli ce ballon avec du méthane, de l'ammoniac, du dihydrogène et de l'eau, et il a fait dans ce ballon passer des décharges électriques pour mimer les orages de la Terre primitive, et il a obtenu des acides aminés. Alors, vous connaissez les acides aminés? Ce sont les constituants des protéines. Vous connaissez les protéines. Donc, les protéines, ce sont des grands colliers qui sont faits avec des perles, et chaque perle est un acide aminé. Donc, il a réussi à démontrer qu'on pouvait faire des briques du vivant en partant d'un mélange de gaz. Et c'est une expérience historique, fantastique, 1953, mais les géologues lui ont dit, mais monsieur Miller, votre atmosphère, c'est totalement déconnant parce que on sait maintenant que l'atmosphère de la Terre primitive ne contenait pas beaucoup de méthane, mais beaucoup de CO2. Donc, vous devriez remplacer votre méthane par du CO2. Et ce qu'il a fait, et ça ne marche plus. Donc, c'est une source possible de molécules carbonées, mais ce n'est pas la source principale. Donc, il faut chercher d'autres sources, et l'autre source, c'est les fonds sous-marins. La tectonique de plaques que vous apprendrez ou que vous avez appris en géologie, les continents se séparent. Au moment de la séparation, par exemple, la plaque américaine se sépare de la plaque européenne. Et donc, au niveau de la séparation, il y a au fond de l'Atlantique, il y a des geysers, il y a des îles volcaniques qui se développent, comme les Açores ou bien au nord l'Islande. Et le long de cette rupture, il y a des geysers. Et ces geysers sont riches en gaz, et en particulier Rainbow est riche en hydrogène et CO2. Et là, ça pourrait être une source possible de molécules carbonées. Alors, j'ai participé à une mission de l'IFREMER sur ce site-là. J'ai fait des prélèvements, mais je n'ai pas trouvé de briques du vivant, donc d'acides aminés qui auraient pu être formés dans ces conditions. Alors, si certains pensent qu'aller sur un bateau, sur un site au large des Açores, c'est une croisière, ce n'est pas une croisière. Il faut faire du surplace avec le bateau. Il faut rester sur place pendant 15 jours sur une mer agitée. Et pour un chimiste, je dois vous avouer que j'étais malade pendant 15 jours sur le bateau. Mais néanmoins, on a pu faire des prélèvements. Et avec ces prélèvements, on a pu démontrer, on n'a pas réussi à trouver de briques, mais ça reste une possibilité pour former des molécules carbonées. La troisième source, c'est l'apport extraterrestre de molécules carbonées. On n'apporte pas la vie, on apporte les ingrédients pour démarrer la vie une fois que ces ingrédients tombent dans les océans de la Terre primitive. Alors, il faut bien réaliser que lorsque l'impacteur, la météorite, est très très grosse, elle arrive à sa vitesse cosmique, plus de 100 000 km à l'heure. 100 000 km à l'heure. Et là, l'énergie de plusieurs tonnes qui arrive à la vitesse cosmique est énorme. Et donc, quelquefois, on garde des traces, comme ici, météorcratère en Arizona, qui a un diamètre d'1 km 400, une profondeur de 190 mètres. Et donc, comme l'Arizona est un désert, le cratère reste visible. Il ne reste rien de l'impacteur, tout est vaporisé, il ne reste que des cendres. Donc, pas moyen d'apporter des molécules carbonées qui sont relativement fragiles avec des météorites qui sont trop grosses. Alors, si vous allez avec vos parents du côté de Limoges, insistez pour faire un petit détour à 30 km de Limoges. Il y a Rochechouart. À Rochechouart, les maisons, l'église est construite avec des roches qui ressemblent à des roches volcaniques. Donc, il y a 200 millions d'années, une météorite de 1 km 500 qui pesait 6 milliards de tonnes et qui a creusé un cratère d'environ 20 km. Donc, on aperçoit un petit peu la forme du cratère, mais c'est beaucoup moins visible qu'en Arizona, puisqu'on a de la végétation, de l'érosion par la pluie, etc. Donc, pendant très longtemps,
Et ça, par exemple, c'est dans une carrière de granit, toute la partie du haut, c'est du granit qui a été fondu, qui donne des roches, un peu des roches poreuses qui ressemblent à des roches volcaniques. Alors, pendant très longtemps, les gens se demandaient comment diable les habitants de Rochechouart, comme là où la roche a chu, mais bon, c'est parfaitement fortuit, pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher dans le Massif central des roches volcaniques pour construire l'église et les maisons? Et ce n'est qu'en 1960 qu'un géologue a dit ce ne sont pas des roches volcaniques, bien qu'on a une carte postale de 1910 qui dit commerce industrie de Charente, Chassenon, extraction de lave pour construction de la carrière à la carrière volcanique de M. Lavergnat. Ce n'est pas une carrière volcanique. Ce sont simplement ce qu'on appelle des brèches d'impact, c'est du granit qui a été fondu sous l'effet d'une grosse météorite qui est tombée il y a 200 millions d'années. Et donc, actuellement, et vous verrez peut-être dans la presse, il y a une campagne de forage qui se fait tout autour du cratère et jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et je fais partie de l'équipe un peu d'exploitation des résultats de ce forage qui a eu lieu. Et maintenant, nous avons 500 mètres de carottes, donc de prélèvements qui ont été faits par cette énorme machine qui sert à faire des forages autour de la carrière de cette carrière. Lorsque l'on passe de la tonne au kilogramme, ça c'est bien mieux parce que ce sont les météorites. On a à peu près 20 000 météorites dans les tiroirs des collections. Parmi ces météorites, la plupart des météorites, c'est des cailloux, c'est du fer. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est des molécules carbonées. Vous avez compris. Notre obsession, c'est de l'eau, des molécules carbonées. Alors, il y a parmi ces météorites, 3-4% de ces météorites contiennent des molécules carbonées. La championne est certainement une météorite qui est tombée en Australie et qui contient plus de 1000 molécules carbonées. Et parmi ces 1000 molécules carbonées, il y a au moins 8 acides aminés qui font partie des 20 acides aminés des protéines. Je vous ai dit que les protéines, ce sont des grands colliers construits avec des acides aminés. Il y a 20 perles différentes pour construire une protéine, et parmi ces 20 perles différentes, il y en a 8 qui sont présentes dans la météorite de Murchison. Donc là, on a la preuve en main que des briques du vivant peuvent être formées ailleurs dans l'univers et apportées sur Terre. Alors, lorsque l'on passe du kilogramme, la météorite, au gramme, ça ne passe plus parce que le gramme, il brûle en traversant l'atmosphère. Et ce sont les étoiles filantes. Vous avez certainement vu l'été des pluies d'étoiles filantes. Il y a une pluie d'étoiles filantes exceptionnelle qui a eu lieu en 1833 où il y avait environ 200 000 étoiles filantes à l'heure qui traversaient le ciel. Donc mon regret, c'est de ne pas avoir été capable d'observer cette pluie d'étoiles filantes. Mais malgré mon âge, je n'étais pas né en 1833. Lorsque l'on passe du gramme, qui ne passe plus, au milligramme, ça repasse. Ce sont des micrométéorites. Alors, ce sont des chercheurs, en particulier français, japonais, américains, qui vont en Antarctique pour récolter des micrométéorites dans la glace de l'Antarctique. Alors, là, on est au dôme C. Le dôme C, c'est au cœur de l'Antarctique. Donc, c'est une station, il fait extrêmement froid. La station est chauffée. Le chauffage pollue, fait des dépôts en surface. Donc, il faut creuser un fossé pour aller collecter la glace. En dessous, il scie les blocs de glace, il récupère des micrométéorites. Et à partir de la collecte des micrométéorites, on peut estimer la quantité de molécules carbonées qui a été apportée à la Terre il y a environ 4 milliards d'années, et ces quantités sont énormes. Donc, en conclusion, la conclusion, c'est qu'il y a un peu de matière carbonée qui a démarré la vie, qui a pu provenir de l'atmosphère, un peu des sources, des geysers hydrothermaux sous-marins, mais la grande majorité des molécules carbonées dont on a besoin ont probablement été apportées par des micrométéorites. Alors, que sont ces micrométéorites? Alors, on a la chance d'avoir une mission américaine, Stardust,
qui a été suivre une comète, Wild 2, qui a été collecter des petits grains de la comète dans un gel qui était à l'extérieur de la sonde. La sonde a été ramenée dans le désert de l'Arizona. Les grains ont été analysés par des laboratoires américains et aussi français. Et donc, l'analyse montre que ces grains sont d'origine, ces grains cométaires ressemblent beaucoup aux micrométéorites. Ça veut dire que les micrométéorites qui sont collectés en Antarctique sont très probablement d'origine cométaire. Donc tout l'intérêt, vous voyez tout de suite, tout l'intérêt de la mission, et c'est un des intérêts de la mission Rosetta, qui a consisté, mission européenne, financée avec l'argent des impôts, une petite contribution des impôts de vos parents. Vous pouvez rassurer vos parents, la mission a coûté 2 € par habitant, donc ce n'est pas énorme. Mais avec 2 €, l'Europe, l'Agence spatiale européenne, a été capable d'envoyer une sonde à la poursuite d'une comète, la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors cette comète n'est pas très grosse, elle fait 4 km sur 3, et donc elle a une masse elle pèse quand même 10 milliards de tonnes, elle passe près du Soleil tous les 6 ans, elle a une période elle tourne sur elle-même en 12 heures, elle file à la vitesse de 50 000 km à l'heure. Donc la comète, cette comète vient de la ceinture, souvenez-vous, ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est un ensemble de comètes qui tournent, qui gravitent autour du Soleil, assez loin. Et donc, de temps en temps, ces comètes sont tranquilles et de temps en temps, elles se bousculent. Et en se bousculant, au lieu de tourner tranquillement en rond autour du Soleil, elles viennent avoir une trajectoire elliptique en venant près du Soleil et du coup relativement près de la Terre. Donc, cette comète a été visée par la mission Rosetta. La sonde a été lancée évidemment de la Terre, la petite mission. Il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour l'envoyer directement à la poursuite de la comète. Donc elle a commencé par tourner en orbite autour du Soleil. Elle est passée 3 fois près de la Terre pour avoir un petit coup d'élan. Chaque fois que vous passez près de la Terre en tournant, hop, c'est comme une fronde, tchoup, un petit coup d'élan, et une fois tout près de Mars. Alors, vous qui aimez les mathématiques, vous appréciez le calcul des trajectoires. Il faut calculer les trajectoires pour passer 3 fois près de la Terre et une fois autour de Mars, de façon à être vraiment pile poil où il faut. Parce que si vous êtes trop près, vous rentrez dans l'atmosphère, vous brûlez. Si vous ricochez, vous partez au diable, si je puis dire. Et donc, calcul fantastique de cette mission qui a duré 10 ans, son voyage. Elle a fait 7 milliards de kilomètres. Et elle a fini par arriver à la poursuite de la comète en haut, qu'elle a rejoint en 2014. Donc cette mission avait une sonde qui s'est mise en rotation. Donc imaginez, la comète file comme à 50 000 km à l'heure. Il faut se mettre en rotation autour de la comète et porter un petit atterrisseur justement pour aller voir à quoi ressemblent les acides aminés, les constituants, les molécules carbonées sur la comète, en se posant sur la comète. Donc on avait un petit atterrisseur appelé Philae, de la taille d'une machine à laver, 100 kg à peu près, et donc qui était chargé de venir s'accrocher sur la comète et creuser la glace de la comète pour analyser les acides aminés. Philae, alors, avait beaucoup d'instruments. L'endroit visé, vous voyez l'endroit J qui était là, vous le voyez, c'est tout près d'une petite dépression qui ressemble à un cœur. Et donc, l'endroit visé était là. Quand on envoie la sonde sur la comète Chury, il n'y a pas moyen de la diriger. On l'envoie comme une pierre. Et l'attraction de la comète est relativement faible puisque, comme elle ne fait que 4 km sur 3, les 100 kg à la surface, la masse de 100 kg à la surface de la comète ne pèse que 1 gramme. Donc, très très faible attraction. Donc, il ne faut pas rater son coup. Alors, pour fixer la sonde sur la comète, il y avait
un petit moteur à gaz qui devait plaquer la sonde sur la comète et des harpons qui devaient harponner la glace. Alors en fait, après, on pense que le moteur à gaz n'a pas fonctionné parce que le gaz a dû s'échapper pendant les 10 ans qu'a duré le voyage. Et du coup, les harpons n'ont pas harponné et la sonde a rebondi 2 fois. Une fois, donc ici, voici la trajectoire de ces rebonds. Et elle a fini par s'accrocher, une chance encore parce qu'elle aurait pu partir n'importe où. La petite sonde, marche plus. La sonde, ça va mieux là? Guerre. Mais sinon, je peux parler à voix haute sans micro. C'est mieux? Sans micro, c'est pareil? Ah. Normalement, celui-là, ça va. Ah. Par contre, il faut le tenir. Ouais. D'accord. Ils ont racheté du nouveau matériel. On arrive à aller sur une comète, on a du mal à avoir un micro qui marche, mais bon, ça c'est un détail. Mais rassurez-vous, il n'y a pas qu'à Dreux. Hein. J'ai souvent des problèmes de circulation, mais aussi de sonorisation. Donc, ça va mieux là? Bien. Donc, ça va mieux que pour... s'il vous plaît. Ça va mieux que pour la petite sonde qui s'est accrochée dans une caverne de guingois avec une patte en l'air. Et donc, les panneaux solaires qui devaient charger les moteurs, etc., n'ont pas pu charger les moteurs et les instruments. Et la foreuse qui devait forer la glace, évidemment, et la forêt, au lieu de forer perpendiculaire sous la sonde, elle forait dans l'air, donc rien. Néanmoins, au moment du premier rebond, la sonde a pu analyser les éclaboussures de ce premier contact et trouver des molécules qui sont des molécules carbonées. Malheureusement, il n'y a qu'un seul acide aminé, la glycine, donc, qui a pu être analysé. Et la mission n'a pas pu remplir tout le travail qu'on lui a demandé, mais néanmoins, c'était une mission fantastique de pouvoir se mettre en orbite autour d'une comète, de pouvoir poser quelque chose sur une comète, même si ça s'est mal posé. Donc l'Europe, alors vous entendez peut-être à la télévision pique-pente de l'Europe. L'Europe spatiale marche bien. Donc en Europe, on a été capable de fédérer toutes les actions de différents pays pour faire des choses exceptionnelles, mieux que les Américains, puisque les Américains nous ont jalousés cette réussite. Ça, je passe. Alors, à partir de ces ingrédients, une fois que vous voyez qu'on cherche de l'eau et de la chimie du carbone, est-ce qu'à partir de l'eau et de la chimie du carbone, la vie apparaît facilement? Donc, on essaye au laboratoire de recréer cette vie en tube à essai. Alors, méfiez-vous des annonces de ce type, hein, avec sur Science et Vie de 1995, un chercheur français découvre l'origine de la vie. Ce n'était pas moi. Donc ça, c'était un autre Français qui travaille sur le même sujet, mais qui a fait un petit pas vers la découverte de l'origine de la vie, mais en aucun cas n'a découvert l'origine de la vie. Alors, pour recréer la vie en tube à essai, on a d'abord essayé de recréer une cellule, puisque aujourd'hui, tous les systèmes vivants, de la puce à l'éléphant, utilisent le même moteur moléculaire qui est la cellule. Et donc, dans une cellule, vous avez des outils, ce sont les protéines, les enzymes. Vous avez également un stockage d'informations qui est l'ADN, l'ARN, et vous avez une membrane, puisqu'on est dans l'eau, il faut isoler le tout. Mais ça, c'est pas possible que ceci ait pu démarrer sous cette forme. Ça peut être démarré sous une forme plus simple du type de virus, un monde viral, mais on pense aussi maintenant que ça a pu démarrer même plus simple que ce monde viral, mais c'est une histoire un peu plus compliquée que je vous raconterai une autre fois. Donc, en gros, on a les briques du vivant, on a réussi à faire quelques murs avec ces briques du vivant,
on n'a pas réussi à faire de maisons et on n'a pas réussi à faire de lotissement. Donc on compte sur vous, les futurs chimistes, pour reprendre le flambeau et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut, de démontrer qu'il est relativement facile de faire de la vie à partir des ingrédients que l'on connaît de l'origine de la vie, à partir des briques qui étaient présentes dans les océans de la vie primitive, de la Terre primitive. Et donc, pour démontrer que finalement, partout où on aura ce type d'ingrédients, la vie peut démarrer. Alors, comme une recette de cuisine ou de pâtisserie, la vie est reproductible, la chimie est reproductible. Et ça, quand vous faites des manips au laboratoire, en TP de chimie, lorsque vous refaites, si vous suivez la recette avec précision, vous êtes sûr d'avoir un résultat. Donc, normalement, la chimie de l'origine de la vie, si on reproduit ailleurs les mêmes ingrédients, la vie doit démarrer ou a des chances de démarrer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous recherchons partout des endroits où il y a de l'eau et de la chimie du carbone. Alors, on va balayer rapidement le système solaire. Mercure, vous avez compris que Mercure est trop petit et Mercure est trop près du Soleil. Donc, ce n'est pas bon. Bien qu'il y ait une mission européenne, Bepi Colombo, qui soit partie, lancée le 20 octobre 2018, donc il n'y a pas très longtemps, qui va aller étudier Mercure. Mais nous, ça ne nous intéresse absolument pas parce qu'on est pratiquement certain qu'il y a sur Mercure ni molécules organiques, ni eau, donc ni possibilité d'apparition de la vie. Vénus. Vénus est la taille de la Terre, mais trop près du Soleil, température trop élevée. Donc Vénus, actuellement, la température est de 460 degrés, donc la vie n'est pas possible aujourd'hui à la surface de Vénus. Vénus, au début, était peut-être un peu moins chaude, mais pour l'instant, il est quasiment impossible d'envoyer des instruments à cette température pour étudier des vestiges éventuels de cette vie primitive. On arrive à Mars. Et je saute la Terre parce que là, on est quasiment sûr qu'il y a de la vie. Et on arrive à Mars. Alors, Mars était vraiment un bon candidat parce que Mars, on sait maintenant que Mars a, d'une part, encore de la géologie, puisqu'il y a un fossé, ce magnifique fossé marque une activité tectonique. Pour étudier cette tectonique, lancé le 5 mai 2018, l'atterrisseur InSight va étudier les tremblements de terre, enfin les ondes sismiques à la surface de Mars. Vous avez peut-être vu à la télévision le lancement de cette mission InSight. C'est une mission de géologie où il y a un sismomètre ici qui va étudier les ondes sismiques qui sont émises par Mars, avec aussi étudier les impacts. Ce qui va nous servir d'impacteur pour déclencher une onde, ça va être les chutes de météorites. Et donc, il y a c'est un Français de Paris, de l'Institut de physique du globe de Paris, Philippe Lognonnet, qui a développé le sismomètre. Donc, la France est présente actuellement avec cet instrument sur la sonde InSight qui s'est posée le 26 novembre 2018, très très bien. Les Américains sont très forts. Ils arrivent à poser tranquillement des sondes à la surface de Mars. Je passe. L'eau à la surface de Mars, maintenant, plus personne ne doute qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars. On a de magnifiques photos de lits de rivières asséchés. Ici, c'est une rivière qui a déversé un cône de déjection dans un cratère. Ici, c'est un ancien lit de rivière. Et là encore, tout un réseau de rivières. Ce sont des photos magnifiques. Vous pouvez aller voir sur Internet, chercher le site de l'Agence spatiale européenne, des inondations et de la présence d'argile. L'Europe a envoyé un satellite qui s'appelle Mars Express, et Mars Express a un instrument qui analyse la surface de Mars, et il y a des argiles. Les argiles ne peuvent provenir que par la présence d'eau dans le passé de Mars. Donc tout ce qui est en bleu, ce sont des argiles. Donc il y a eu des mers, des océans à la surface de Mars. Il y a actuellement probablement encore de l'eau, des lacs d'eau souterrains. Là, il y a un radar toujours sur la sonde, sur l'orbiteur Mars Express. Vous avez
qui analyse le sol profond et à 1,5 km de profondeur, vous avez très probablement ici une couche d'eau liquide. Donc encore de l'eau, mais de l'eau souterraine. Les arguments chimiques, s'il y avait des océans, il y avait forcément une atmosphère. Souvenez-vous, il faut un couvercle pour maintenir l'océan. S'il y a un couvercle, vous avez forcément de quoi freiner les micrométéorites qui arrivent de l'extérieur et qui viennent traverser l'atmosphère, sont freinés et viennent tomber dans les océans. Donc, tout ce qui a probablement déclenché l'apparition de la vie sur Terre, tous ces éléments étaient présents à la surface de Mars. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'obstine et toutes les missions recherchent des traces de vie fossile à la surface de Mars. Alors, Mars est un meilleur conservatoire de fossiles parce qu'il y a peu de tectonique. Il n'y a pas de tectonique généralisée comme sur Terre. Il y a peu de pluie et pas d'oxygène puisque sur la Terre, l'oxygène qui a été produit par la vie terrestre est un poison pour les fossiles. Donc, par contre, ce n'est pas si simple que ça que d'aller sur Mars. Le taux de réussite, c'est à peu près 40%. Donc, il y a beaucoup de missions qui ont échoué, soit qui ont raté Mars, soit qui s'écrasent sur Mars, etc. Les Américains ont perdu 2 missions aussi sur Mars, mais en 1976, Viking n'a pas trouvé de molécules carbonées à la surface de Mars, mais a montré que la surface est brûlée par le Soleil et brûlée aussi par des oxydants, donc qui ne permettent pas la conservation de fossiles et de molécules carbonées. Mission particulière pour Opportunity qui a été posée sur Mars en 2004 et qui tourne toujours. Actuellement, il y a un petit problème. Donc, il devait tourner 3 ans, il a donné plus de 10 ans, il tourne toujours, il est toujours actif. Le problème, c'est l'alimentation des panneaux solaires. Il se couvre de poussière et il faut attendre une tempête de sable. Il y a des tempêtes de sable et des tempêtes sur Mars qui balayent en fait les panneaux solaires. Et donc, Opportunity s'est posé près de roches sédimentaires, de dépôts. Et ces dépôts ont été faits, ce sont d'anciens lits, fonds de mare, fonds d'océan. Et donc, dans ces dépôts, il y a des petits grains d'oxyde de fer, d'hématite, et qui ne peuvent être formés qu'en présence d'eau. Et donc, que les Américains ont appelé myrtilles, blueberries. Pourquoi? J'en sais rien. Donc, et il y a des myrtilles dans ce type, tout près du site d'atterrissage d'Opportunity. Et donc, ce sont d'une part pas des vraies myrtilles, et c'est beaucoup plus petit que les myrtilles. Et après 5 km, la petite sonde est arrivée au bord du cratère, Victoria cratère d'impact. Et la question qui a été posée à Opportunity, est-ce que ce cratère a été rempli par de l'eau? Est-ce qu'il y a des myrtilles dans la falaise? Alors, Opportunity est arrivé au bord de la falaise et il faut 20 minutes à un ordre passé de la Terre pour arriver au robot. Donc, si au bout de 20 minutes, on lui dit arrête-toi, le robot il est au fond du trou. Donc, il a plein de protections, et il arrive au bord, il dit non, je ne descends pas, c'est trop pentu, je vais me casser la gueule. Bon, alors, ok, cherche ailleurs. Donc, il fait un quart de tour du cratère et chaque fois qu'il arrive au bord, il dit non, je refuse, c'est trop pentu, je ne veux pas descendre. Bon, ok, demi-tour, revient au point de départ et au point de départ, il arrive à descendre, à prendre des photos, celles du bas de la falaise, photos magnifiques, prises de Mars et renvoyées de Mars jusqu'à la Terre. Et dans cette falaise, il y a des myrtilles. Ça veut dire que dans le temps, ce cratère a été rempli par de l'eau. Moi, je trouve que ça, c'est formidable. C'est une aventure formidable d'une mission d'un petit robot. J'ai participé à quelque chose que j'ai encore de la peine à évoquer parce que en 1996, les Russes ont envoyé une grosse mission qui s'appelle Mars 96, qui était bourrée d'instruments européens, dont français, et le tir a raté et la fusée est retombée, le robot est retombé dans le Pacifique. Et donc l'Agence spatiale européenne
a dit, OK, on va refaire une mission en 2003. Mars est relativement proche de la Terre, donc on va refaire une mission qu'on appelle Mars Express. Vite, on va aller vite sur Mars pour essuyer un peu cet échec. Et ils m'ont demandé de faire partie de l'équipe, ce qu'on appelle la Science Definition Team, donc l'équipe chargée de définir la science. Et donc, ce que j'ai accepté. Donc, les ingénieurs ont dit, écoutez, Mars est relativement proche de la Terre, donc on a 200 kg de rab sur l'orbiteur. Alors j'ai dit, écoutez, avec 200 kg, on peut faire un atterrisseur. Alors les ingénieurs ont dit, oui, mais les Américains ne font jamais d'une pierre deux coups, il faut ou un orbiteur ou un atterrisseur. L'Europe n'a jamais rien posé à la surface de Mars, c'est trop risqué. Bon, alors j'ai dû être trop convaincant parce qu'il a dit, OK, on vous donne 200 kg, mais on n'a plus d'argent pour le faire. Bon. Et avec ces 200 kg, on a réussi à convaincre le gouvernement anglais, qui a financé une partie de l'atterrisseur, le loto anglais, il y avait un post-it, jouer le loto anglais, et le groupe de rock Blur. Vous connaissez Blur? Blur. Certains connaissent quand même. Et il a financé une partie de l'atterrisseur, et en contrepartie, on lui a demandé de faire une petite musiquette, un jingle, qui était le premier message envoyé de l'atterrisseur une fois posé le jour de Noël 2003. Ce jour de Noël, on a écouté avec attention la musique de Blur à la surface de Mars qu'on n'a jamais entendue. Donc, certains disent que les Martiens n'aiment pas la musique de Blur et qu'ils ont détruit la sonde, mais ce n'est pas vrai. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mal posé, écrasé, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Donc, échec en 2003. Depuis, les Américains ont posé Curiosity, c'est un énorme robot ici qui est chargé donc avec un instrument français sur le mât, et il est tellement gros qu'il ne pouvait pas descendre avec des airbags ou simplement un parachute et des rétrofusées. Donc il était équipé d'un système, ce qu'on appelle Skycrane, donc la grue de l'espace. Il est descendu au bout de fil. Et si vous ne savez pas combien pesait ce petit véhicule automatique, eh bien, voici, il pesait 899 kg, le poids quasiment d'une petite Twingo. Et ici, à côté de deux ingénieurs américains, pour vous donner la taille, c'est énorme, c'est énorme. Et le résultat de Curiosity, il a trouvé des myrtilles sur le site d'atterrissage, donc il a atterri à un endroit où il y a eu de l'eau. Il a trouvé un fond de mare d'eau douce, parce qu'il a trouvé des argiles et du gypse, et donc il a trouvé également des éléments nécessaires au démarrage de la vie. Alors méfiez-vous, quand vous avez une publication qui dit tous les éléments nécessaires au démarrage de la vie, on pourrait penser aux molécules organiques, des choses assez compliquées. En fait, ce sont les éléments atomiques. Il a trouvé du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et du soufre, donc pas encore de véritables briques du vivant. Mais enfin, et là, en 2020, les Américains vont envoyer une autre mission aussi lourde que Curiosity. Ici, j'ai des problèmes de micro. Hein. Il est assez sélectif. Hein. D'une manière plus importante, il va stocker des échantillons dans un petit conteneur. Pour être ramené sur Terre peut-être 2 ans plus tard, en 2022. Alors, rassurez-vous, tout ce qui va être ramené de Mars sera mis dans un laboratoire qui sera totalement isolé pendant 1 année pour être sûr qu'on n'apporte pas de Mars des microbes qui pourraient être dangereux pour la vie terrestre. Donc, il y a une quarantaine qui sera mise en place, très importante. Et en plus, préparation d'un vol habité. Alors, je vous en supplie, pour tous ceux qui se seraient déjà inscrits comme candidats pour partir sur Mars, méfiez-vous, le voyage sur Mars dure 8 mois. 8 mois sur place, 8 mois pour revenir, c'est 2 ans sans revoir vos parents, votre copine, etc., ou votre copain. Donc, voyage extrêmement difficile et qui, pour l'instant, n'est pas encore prêt d'être sécurisé. Le plus terrible, ce sera de ne plus voir la Terre comme une tête d'épingle une fois qu'on est sur Mars. Donc, il y a un problème psychologique très important qu'il faudra certainement régler d'ici là. Les Européens ont
repris l'exploration de Mars après l'échec de l'atterrisseur de 2003. Il y a en deux temps, dans un premier temps, en 2016, lancement du 14 mars d'un orbiteur TGO et d'un petit atterrisseur pour sécuriser l'atterrissage. Le petit atterrisseur qui s'appelle Schiaparelli s'est écrasé à la surface de Mars, encore une fois. Donc, les Européens, pour l'instant, n'ont pas eu beaucoup de chance avec les atterrissages sur Mars et il s'est écrasé simplement parce qu'il y a eu, pendant moins d'une seconde, l'altimètre a mal fonctionné et il a donné une altitude négative. Donc, interprétation, nous sommes arrivés, le robot est arrivé, on coupe les moteurs, les rétrofusées qui freinent et la sonde s'est écrasée. Donc, voilà. En 2020, un gros véhicule sera déposé à la surface de Mars pour analyser les molécules organiques et rechercher des traces de vie. Donc, patience, il faut attendre 2020. Le site d'atterrissage a été sélectionné et ce sera Oxia Planum que voici. La sélection s'est faite le 9 novembre 2018, donc il n'y a pas très longtemps. Et c'est finalement Oxia Planum. Alors, ça, c'est l'ellipse d'atterrissage. Donc, vous voyez que ce n'est pas très précis. Donc, il faut vraiment choisir un endroit sans roche, si possible relativement bas pour que les parachutes aient suffisamment d'atmosphère pour freiner et qu'on soit près de l'équateur pour avoir un ensoleillement qui permette de charger les panneaux solaires. Ah, pardon. On dispose, alors, on a actuellement beaucoup de météorites qui proviennent de Mars. Donc, ça, c'est quasiment sûr. Et dans une de ces météorites, les Américains ont déclaré qu'il y avait une petite bactérie martienne fossilisée. Plus personne ne croit aujourd'hui que c'est une véritable bactérie martienne fossilisée. Donc, pour l'instant, on n'a pas de traces de vie, de la présence de vie sur la planète Mars. Après Mars, nous arrivons aux astéroïdes. Donc là, il y a peu de chances de trouver de la vie à la surface, donc je passe rapidement, puisque j'ai pris du retard. Là, le point suivant, c'est Europe. Europe est une lune de Jupiter. Alors, vous avez compris que l'on recherche quoi? De l'eau et la chimie du carbone. Alors, Europe est couverte d'une carapace de glace. Sous la carapace de glace, il y a la présence d'un océan d'eau liquide. Donc ça va, mais pour l'instant, on n'a aucune trace, aucune possibilité de fabrication de molécules carbonées à la surface d'Europe. Il y a des missions qui sont prévues, une mission JUICE, comme le Orange Juice, Jupiter Icy Moon Explorer, qui sera lancée en 2022 et atteindra Jupiter en 2030. Elle étudiera en continu, etc., pour surveiller, pour étudier, analyser plus en détail la lune Europa de Jupiter. Une mission américaine également et on passe de Jupiter, on passe à Saturne. Saturne a une lune qui s'appelle Titan. Et alors là, sur Titan, on a la chimie du carbone, mais on n'a pas l'eau. Donc, ce n'est pas facile d'avoir à la fois de l'eau et de la chimie du carbone. Et donc, à partir de la chimie, on n'a pas d'eau parce que la température est beaucoup trop basse. Il y fait moins 170 degrés. Donc, beaucoup trop froid pour avoir de l'eau. Il y a de la glace, des blocs de glace qui ont été analysés à la surface de Titan. Il y a un liquide sur Titan, c'est du méthane liquide, éthane liquide, mais méthane liquide et éthane liquide n'ont pas la propriété de l'eau puisqu'il n'y a pas de possibilité de liaison hydrogène, donc de ce réseau de liaison qui permet à l'eau d'être liquide à la surface de la Terre. Donc c'est un beaucoup moins bon solvant que l'eau liquide. Mais il y a beaucoup de méthane et d'éthane liquide, et il y a même des mers d'éthane et de tout ce qui est noir, c'est une mer méthane liquide, puisque l'île au centre fait 150 km de diamètre. Et on passe à Encelade. Encelade est une autre lune de Saturne, et au pôle sud d'Encelade,
dans ce LAD, il y a des geysers de grains de glace et de molécules carbonées. Donc il y a probablement à l'intérieur de cette lune, il y a certainement des poches d'eau qui crachent de temps en temps ces geysers qui ont été analysés. C'est tout ce que nous avons dans le système solaire. Donc, en quittant le système solaire, on va rechercher essentiellement de l'eau et la chimie du carbone. Alors, les bonnes nouvelles viennent de la chimie. La chimie du carbone est universelle. Les radioastronomes, comme à Nancy, vous connaissez Nancy, c'est un peu au sud d'Orléans, et donc à Nancy, et dans les radiotélescopes du monde, les radioastronomes ont découvert plus de 100 molécules à base de carbone. Donc il n'y a plus qu'à trouver maintenant de l'eau à l'état liquide, c'est-à-dire une planète qui soit ni trop grosse, ni trop petite, ni trop loin, ni trop proche. C'est bien, tout le monde ne dort pas. C'est formidable. Donc, c'est la chasse aux ce que nous appelons les exoplanètes. Alors, aujourd'hui, j'ai regardé hier soir, ce matin, je n'ai pas eu le temps, j'attendais Jamel. Les astronomes ont découvert 3905 exoplanètes, donc des planètes qui existent au-delà du système solaire. Alors, les astronomes voient plus facilement les grosses planètes, comme Jupiter, Saturne. Parce que lorsque vous avez une planète qui orbite, qui tourne autour d'une étoile, quand elle est grosse, elle tire un petit peu l'étoile. Et quand elle s'éloigne de l'observateur, la lumière est un peu plus rouge, c'est comme l'effet Doppler du son. Et quand l'étoile revient un peu vers l'observateur, la lumière redevient plus bleue. Donc cette variation de lumière par effet Doppler permet de montrer la présence de planètes, mais on ne voit que les grosses planètes qui déplacent l'étoile. Or, les grosses planètes sont comme Jupiter, Saturne, ce sont des planètes qui ne sont pas de bonnes candidates parce que trop grosses. Bien. L'autre méthode consiste à regarder la petite éclipse qui se produit lorsque la planète passe devant l'étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Et ça, c'est observé essentiellement par des télescopes spatiaux. Alors, les Français ont lancé COROT, un télescope spatial, et les Américains ont lancé Kepler. Alors, actuellement, donc sur les 3905 exoplanètes, 55 sont considérées comme habitables. Alors, la méthode des transits, donc la petite éclipse qui passe devant, c'est une méthode qui permet de voir des petites planètes. Mais seulement, les astronomes ne sont pas très patients. Donc, une planète qui passerait devant l'étoile et qui mettrait 1 an comme la Terre pour passer devant le Soleil, pour quelqu'un qui serait loin, ce n'est pas très bon. Donc, il voit celles qui passent souvent, il regarde celles qui passent souvent devant l'étoile. Et si elles passent souvent, c'est qu'elles sont proches de l'étoile. Et si elles sont proches de l'étoile, c'est qu'elles sont trop chaudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Soleil ne représente que 10% des étoiles de la galaxie. La plupart des étoiles sont des naines rouges, donc beaucoup moins chaudes que le Soleil. Donc on peut s'approcher beaucoup plus près sans se brûler les ailes. Et donc c'est la raison pour laquelle actuellement on a 55 planètes qui ont la taille à peu près de la Terre et qui seraient à la bonne distance pour avoir une température qui permette la présence d'eau à l'état liquide. Et donc la plus proche a été découverte sur l'étoile la plus proche du système solaire, qui est Proxima, Proxima du Centaure. Elle n'est qu'à 4,2 années-lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres. Donc, il est impossible d'envoyer actuellement une mission pour aller faire le tour et voir sur place. Néanmoins, une éventuelle mission aujourd'hui mettrait 20 000 ans pour y arriver. Donc 20 000 ans, personne n'a le temps d'attendre 20 000 ans pour avoir le résultat. Mais l'astrophysicien Stephen Hawking, qui vient de décéder, et Mark Zuckerberg de Facebook avaient un projet qui tourne toujours, d'envoyer une petite sonde de la taille d'une carte bancaire avec une petite caméra, poussée d'abord par un laser
hyper puissante terrestre et ensuite poussée par le vent solaire pour aller vers Proxima du Centaure et qui pourrait nous envoyer une image qui pourrait revenir en 2061. Donc 2061, vous avez toutes les chances de voir enfin une photo d'une exoplanète habitable dans notre proche jardin, donc Proxima du Centaure. Donc là, je ne serai pas là pour vous raconter l'histoire, mais vous aurez certainement l'occasion, si la mission marche, d'avoir les résultats. Alors ça, je passe rapidement. Je vais regarder l'heure quand même. Jusqu'à midi, Aurélie? Il faut que je m'arrête à midi? D'accord. Vous savez que Hubble, le télescope spatial, envoie des photos magnifiques de l'univers. Il va être remplacé en 2020 par son successeur, le James Webb Telescope. Et ce James Webb Telescope est en cours de fabrication. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais la taille, cet énorme télescope qui sera beaucoup plus puissant encore que Hubble et qui permettra d'examiner des exoplanètes. Donc on attend avec impatience le lancement de ce James Webb Space Telescope. On verra peut-être aussi la 9e planète vous savez que Pluton n'est plus une planète, donc elle a été déclassée, mais il y a une 9e planète qui pourrait peut-être prendre la place de Pluton et qui pourrait être vue par le James Webb. Ça, je passe. Ah oui, comment savoir si ces planètes qui sont dites habitables sont habitées? Alors, on va analyser l'atmosphère de ces planètes. Sur la Terre, l'oxygène que nous respirons a été entièrement produite par la vie terrestre. Donc, si dans l'atmosphère de ces planètes, il y a à la fois de l'oxygène, du CO2 et de la vapeur d'eau, il y a probablement à la surface de ces planètes des systèmes qui pratiquent la photosynthèse comme sur la Terre. Et donc, pour analyser ces atmosphères, c'est relativement simple, puisque vous avez une étoile, une planète, la planète est chauffée par l'étoile et elle va réémettre un peu de chaleur, un peu d'infrarouge. Et l'infrarouge qui est réémis par la planète traverse l'atmosphère. Et donc, en traversant l'atmosphère, elle voit les molécules qui sont présentes. Seulement, la chaleur qui est rediffusée par la planète est extrêmement faible par rapport à la chaleur de l'étoile. C'est comme si, depuis Dreux, vous regardez une bougie allumée à côté d'un phare allumé à Marseille. Et il faut regarder la bougie sans être aveuglé par le phare. Et ça, les astronomes, en principe, sont capables de le faire en mettant 5 télescopes dans l'espace. Et ça, c'est cher, et pour l'instant, ce n'est pas décidé. L'autre méthode consiste à regarder la planète lorsqu'elle passe devant et à regarder la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète. Ça, c'est plus facile, on commence à avoir des résultats. On n'a pas encore la présence de molécules d'eau, de CO2 et d'oxygène dans ces planètes que l'on observe. Mais c'est très prometteur. Alors, pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez la tribu des Pirayas, ce n'est pas les piranhas, ce n'est pas les poissons, hein, c'est une tribu d'une centaine d'indigènes amazoniens qui ont réglé le problème d'arithmétique. Alors pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, c'est simple, hein, ils comptent 1, 2, et après 2, c'est beaucoup. Donc nous, on voudrait compter 1, 2 partout. Et pour l'instant, on n'a qu'un exemple, c'est la vie terrestre. Donc on cherche avec énergie et on compte sur vous si on n'y arrive pas pour avoir le premier numéro 2. À partir du premier exemple de vie extraterrestre, on pourra affirmer que la vie est universelle et n'est pas réduite à la Terre. Et donc, concernant les extraterrestres, le système solaire a été traversé par un objet qui s'appelle Oumuamua, en hawaïen, qui veut dire « messager venu de loin et arrivé le premier », qui n'a pas été formé dans le système solaire, mais qui est extrasolaire.
exosolaire. Et donc, pour certains, ça pourrait être un vaisseau envoyé par des extraterrestres. Et donc, pour l'instant, on n'a aucune évidence de ce type de vaisseau, mais c'est une éventualité. Et en Californie, il y a un grand réseau d'antennes sur 1 hectare qui écoute les signaux qui pourraient être émis par ce véhicule, cet objet. Ils n'ont rien entendu. Donc, pour l'instant, ça reste un objet mort qui traverse le système solaire. Alors, la Terre est quand même un peu spéciale comme planète, hein, puisque la Terre, elle a une tectonique de plaques avec la présence de fumeurs, elle a un champ magnétique permanent, elle a une grosse lune, la Lune, et la ceinture d'astéroïdes. Alors, s'il faut tous ces éléments pour démarrer la vie, ça réduit un petit peu les possibilités. Ensuite, la question, en fait, quand vous me posez la question, sommes-nous seuls dans l'univers? En tant qu'individu, je pense que nous sommes vraiment seuls, avec nos 2 jambes, nos 2 bras, notre tête, etc., parce que nous sommes le résultat d'une succession de hasards. Donc, la vie est née sur Terre sous forme de microbes il y a 4 milliards d'années, ou quelque chose de microparticules. On a eu de grandes extinctions qui étaient liées soit à des phénomènes météorologiques, soit à des impacts. Donc, il y a eu 5 grandes extinctions dont nous sommes le résultat. La dernière extinction, c'était la grosse météorite qui est tombée au Mexique et qui a précipité la fin des dinosaures. Donc, il y a 65 millions d'années, tombée à Chicxulub, et donc, qui a favorisé des petits mammifères rongeurs dont nous descendons plus ou moins directement. Donc, pour retrouver ailleurs la même succession de cataclysmes, c'est quasiment impossible. Donc, mais néanmoins, ceci n'empêche pas qu'ailleurs, des microbes puissent évoluer vers des systèmes intelligents capables d'inventer des signaux électromagnétiques, etc., et une intelligence, une technologie et une culture. Et par exemple, dans l'histoire de l'humanité, on sait maintenant qu'il y a eu au moins 5 familles d'Australopithèques qui sont parmi nos ancêtres, et il y a une seule branche qui a émergé pour donner naissance à notre lignée. Donc, pour retrouver ailleurs, ce choix également pose problème. Et alors, finalement, pour conclure, pourquoi vouloir savoir, pourquoi vouloir s'acharner? C'est parce que grâce à ce questionnement permanent que nous sommes là aujourd'hui pour en discuter. Alors, comme écrivait Antoine de Saint-Exupéry, c'est poussé par cet impérieux besoin de satisfaire, de comprendre, de savoir que d'une lave en fusion, d'une pâte d'étoile, d'une cellule vivante germée par miracle, nous sommes issus, et peu à peu, nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et peser des voies lactées. Donc, je vous encourage vivement à toujours questionner, harasser vos professeurs de questions. Vous pouvez me harasser également de questions, pas de problème. Et je cite Christian Deluve qui a écrit « J'ai connu la joie d'apprendre ». J'espère que vous connaissez la joie d'apprendre. Et le plaisir presque voluptueux de comprendre. Donc, et Sénèque écrivait « Les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais le garder pour moi ». Donc, je vous remercie ce matin de m'avoir donné le plaisir de partager des choses qui m'ont enthousiasmé toute ma vie. Et merci beaucoup pour ça. Ceux qui ont des contraintes peuvent partir. Ceux qui ont des questions vont pouvoir s'approcher de M. Braque pour pouvoir lui poser. Bon appétit.